Ça c'est un fauteuil-col de cygne fin 19e et le client m'a demandé de le refaire en traditionnel, exactement comme on le faisait. La technique n'a pas franchement changé depuis 350, 400 ans. Elle est valable encore. C'est comme ça que ça tient, c'est comme ça qu'on faisait, c'est comme ça qu'on continue à faire parce que ça dure plus que des façons plus contemporaines avec de la mousse, avec des agrafes, avec des choses comme ça. Donc pas de raison de changer. Les matériaux sont les mêmes, quasiment aussi. Une semence sous une autre, un grand classique ça. Faut trouver la place. Mais non. On fixe tout ça sur la feuillure de la carcasse, qui est une partie structurelle du meuble, c'est-à-dire qu'elle n'est pas visible. Elle sert juste à fixer toute la garniture qu'on va mettre dessus après. Et cette feuillure fait un petit peu plus d'un centimètre, pas beaucoup plus. Et avec toutes les étapes de façon traditionnelle, on va avoir 5, 6, 7, 8 couches de rangs de petits clous, de semences, qu'on va devoir fixer, tous sur ce centimètre de large. Donc il n'y a pas beaucoup de place, les clous sont tout petits. Et ça abîme le bois, ce qui fait que quand on refait les fauteuils, on a assez souvent besoin de refaire les feuillures aussi. Parce que une garniture, une deuxième, et le bois est éclaté, il faut couper au ras et refaire une feuillure neuve. Travail d'ébénisterie. La toile de jute, elle doit être posée dans le droit fil tout le temps, c'est-à-dire qu'on respecte les horizontales, on respecte les verticales. Et les petits mouvements, on les griffe. Ça redresse un peu le fil. Ça, sur ce genre de cylindre, là-dessus, il y a un châssis amovible, c'est-à-dire que l'assise est sur un châssis en bois qui a été fait séparément. Et c'est la raison pour laquelle la garniture va pas tout à fait jusqu'à la ceinture ici. Donc ça m'a obligé à faire une couture 9 cm au-dessus de la ceinture, histoire de pouvoir glisser le châssis après, derrière. Couture qui se fait juste avec une belle aiguille, gros fil, et on passe devant, derrière. C'est des aiguilles à double pointe d'ailleurs, c'est-à-dire qu'elles fonctionnent dans les deux sens. On n'est pas obligé de la retourner à chaque fois pour passer. Et il faut au moins ça, il y en a des même plus grandes que ça quand il faut traverser des très grosses épaisseurs d'assises. Donc elle a été traitée comme on pourrait faire si l'assise était fixe, mais sur un châssis. C'est-à-dire la même technique que pour le reste. Un sanglage, une toile forte, des lacets, une mise en crin, toile d'emballage, rabattage, piqûre pour former ce bourrelet qui est assez typique du 19e. Et on termine avec une piqûre, c'est-à-dire le crin qui lui est animal et pas végétal comme à l'intérieur, et qui va apporter la dernière souplesse et la dernière correction des petits défauts qu'on a pu avoir au moment de la rembourrure. Je les réutilise pas mal sur les anciens fauteuils parce que cette matière-là, le crin animal, vieillit merveilleusement bien. C'est-à-dire qu'il garde sa souplesse 150 ans plus tard. Il est toujours le même, du crin de cheval. Ce qui n'est pas le cas des autres matériaux qui ont tendance à vieillir et à casser. Mais là... Donc ça, c'est celle d'origine que j'ai réutilisée.
façon traditionnelle de bosser, elle demande relativement peu d'outils, en fait, par rapport au bois ou à d'autres métiers comme ça où il faut un outil différent à chaque fois qu'on éternue. Là, voilà, il y a une dizaine d'aiguilles différentes, un pied de biche, un tire-crin, des ramponneaux, les marteaux, tire-sangles. On va avoir beaucoup de clous de semences, donc de tailles différentes, 3, 6, 12, 18 pour les très gros. On va avoir des clous décoratifs, on va travailler avec des aiguilles de couture, courbes de plusieurs tailles, mais en gros c'est tout. C'est-à-dire que c'est ça l'outil le plus important, c'est la main. Après, ça c'est la façon traditionnelle, c'est-à-dire que la façon moderne, elle est encore plus radicale. Là, on sort le pistolet à l'agrafe avec lequel on fait quasiment tout. Ça, au lieu de la trentaine d'étapes différentes pour une façon traditionnelle, il y en a 3-4. On met un fond, une assise, sanglage, une toile forte à la rigueur, mousse, mise en blanc, couverture, une petite ouate entre les deux et fin de la blague. Donc évidemment c'est beaucoup plus rapide, ça coûte moins cher, ça dure moins longtemps mais ça n'intéresse pas forcément le client. Il y a un rapport de 1 à 3 en temps passé et donc en coût entre les deux. Donc on a ici les tissus de couverture choisis pour le client. Ça c'est ceux des fauteuils sur lesquels je suis en train de travailler. Il y a de tout, des cotons, des lins, des synthétiques, des sky. Ici j'ai un magnifique Sky Anaconda. C'est un matériau qui peut être relativement onéreux, donc on fait très attention quand on le coupe. On y réfléchit 2 fois avant de faire un coup de ciseau là-dedans. Parce qu'on va pas faire acheter 3-4 mètres de plus. Et il y a pour le métrer un paramètre qui a l'air tout bête mais qui est quand même pas négligeable du tout. Si le tissu est uni, on va pouvoir placer les différentes pièces du fauteuil à peu près où on veut. S'il a un motif comme c'est le cas ici, il va falloir qu'on regarde précisément ce qu'on appelle le carré, c'est-à-dire la taille de la répétition du motif. Parce qu'on va devoir coordonner l'assise, le dossier, les accotoirs, le dossier arrière. Et on peut se retrouver avec l'obligation de se placer pas exactement où on voudrait dans le tissu. Ça peut occasionner pas mal de chutes, mais bon voilà. Ça c'est les inconvénients du motif. Quand il est uni, à part le sens, on respecte le sens du tissu, il n'y a pas de contrainte. Les mecs sont fragiles, mais... Enfin, ça reste des tissus d'ameublement, c'est-à-dire que ça respecte sûrement un nombre de cahiers des charges absolument délirant de résistance au frottement essentiellement, à l'abrasion. C'est-à-dire quand on s'assoit des centaines de fois dessus, il ne faudrait pas qu'il s'use trop vite. Le cuir, ça c'est un reste de buffle très épais. Des bruits de voiles de bateau. Et contrairement aux apparences, c'est ce qu'il y a de plus agréable à travailler, le cuir. C'est une matière extrêmement vivante sous les mains. On la travaille en l'humidifiant très légèrement en face arrière et elle va épouser toutes les formes, tourner, prendre à peu près tous les contours qu'on veut et de façon beaucoup plus plaisante qu'un tissu même souple. Et puis c'est costaud. Ça demande un peu d'entretien mais c'est bien. De les stocker correctement parce que les plis marquent et que j'ai pas envie de passer des heures au faire repasser.
il nous arrive de faire des sièges qui sont plus contemporains. Celui-là, il date probablement des années 60. C'est une structure en résine. C'est creux, mais la structure est entièrement en résine là-dessus. C'est une boule, une espèce de sphère qui fait hop, il bouge dans toutes les positions avec le poids du corps dedans. Et là, il n'y a pas de bois, il n'y a pas de possibilité de venir travailler de façon traditionnelle, donc il faut s'adapter. En fait, c'est à peu près toujours la même chose, c'est-à-dire de la mousse, Bultex si possible, enfin mousse de qualité, et des colles néoprène de différentes qualités en fonction des matériaux qu'on utilise. La particularité de celui-là, c'est qu'il a une peau d'un seul tenant sans couture. Et vu la taille du siège, il a fallu courir pas mal pour trouver une peau assez grande pour le recouvrir, mais il est redoutablement confortable. Je me suis posé la question de savoir si ça allait pas m'ennuyer. Et en fait non, c'est varié, les clients sont variés, les objets sont variés, les tissus sont variés. Et puis ouais, je suis bien ici. Je suis bien ici. Il y a suffisamment d'étapes complexes, il y a suffisamment de demandes particulières et pour que je m'y retrouve, tout à fait. J'étais en train de revérifier, je garde la trace de tous les fauteuils que j'ai fait avec les tissus choisis, les références des tissus, parce qu'il arrive, et c'est le cas là, que on me demande soit de faire un complément de meuble dans le même genre, soit de refaire. Il y a eu un accroc, il y a eu un accident, etc. Et il faut juste pouvoir regarder la trace des tissus pour retrouver le même. Sinon, bon, voilà. Il n'y a pas d'étape particulière que je préfère parce qu'elles vont être en fait plus ou moins agréables, plus ou moins faciles, plus ou moins compliquées en fonction du style du fauteuil. C'est-à-dire qu'il y a des fauteuils sur lesquels le sanglage est extrêmement simple, d'autres très compliqués. Il y a des fauteuils sur lesquels la couverture finale est très simple, d'autres vraiment tordus. Le tissu pour un même style de fauteuil, si on a une satinette avec qui file dans tous les sens, on est obligé d'échancrer partout, ça peut être pénible. Et il y a des toiles qui sont un pur régal, on a l'impression qu'on les jette comme une nappe sur la table, elles trouvent leur place tout seul. Donc c'est vraiment très, très variable. Il n'y a pas une étape particulière qui est en soi comme ça, dans l'absolu, plus plaisante qu'une autre. À temps plein, ça fait un petit peu plus d'un an que je fais plus que ça. Ma mère était tapissière, donc en fait, ça fait aussi 25 ans que je le fais, en plus d'autres métiers. Donc l'expérience, elle est là, la clientèle, elle est déjà un peu là. Je démarre pas de zéro, mais de ne faire plus que ça fait un an. Je dois en être au, je sais pas, 8 ou 9e métier différent, quelque chose comme ça. C'est pas pour me le raconter, mais enfin j'ai fait mes 4 tours du monde, j'ai fait de la mise en scène, j'ai fait de l'écriture, j'ai fait de la régie générale, de la direction technique, menuiserie, plus ça va et plus j'ai eu envie d'aller vers un vrai métier avec des vrais gens. Euh, voilà, pas de... Le monde du spectacle où j'étais pendant une vingtaine d'années a pas besoin de compétences, et je le dis crûment comme ça, a pas besoin de compétences d'artisan. On a besoin de savoir bricoler, on a besoin de savoir faire les choses vite, et pour qu'elles tiennent 2 semaines. Le temps d'un spectacle, le temps d'un tournage, le temps de comme ça. Mais quand on commence à avoir un vrai savoir-faire, il y a quelque chose d'extrêmement frustrant à mal faire trop vite. Et là, je me retrouve avec des objets qui vont durer 50 ou 60 ans. C'est pas du tout la même gratification. Il y a un vrai savoir-faire, il y a de vraies compétences, et dans ces métiers-là, ils sont utilisés. Ce qui n'était pas le cas dans les autres métiers que je faisais avant. Ah, je regrette pas. Pas encore.